Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Exclusif, Bénin. Les dessous de la fuite spectaculaire du lieutenant-colonel Tigri vers le Togo. 3 jours après avoir tenté de renverser le président Patrice Talon, l'officier putschiste a franchi clandestinement le fleuve Mono pour se réfugier à Lomé. Cette affaire met en lumière les tensions diplomatiques croissantes dans une sous-région ouest-africaine en pleine recomposition géopolitique. Révélation sur une tentative de putsch aux multiples ramifications. Une disparition énigmatique de 3 jours. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri n'avait plus donné signe de vie depuis dimanche 7 décembre 2025, date à laquelle il était apparu sur les écrans de la télévision nationale béninoise, la SRTB. Casque vissé sur la tête, treillis militaire et fusil d'assaut en bandoulière, l'officier se tenait aux côtés de l'un de ces hommes qui, face caméra, lisait une déclaration annonçant la destitution du président Patrice Talon. Le porte-parole des putschistes avait proclamé d'une voix ferme la création d'un comité pour la refondation militaire, décrété la suspension de la Constitution et de tous les partis politiques, ainsi que la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays. Tigri, présent dans le studio mais silencieux, incarnait visuellement l'autorité militaire derrière ce coup de force, un discours qui évoquait les transitions militaires survenues dans plusieurs pays du Sahel depuis 2020. Mais contrairement aux transitions réussies au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, cette tentative de prise de pouvoir a rapidement tourné court. En quelques heures, la situation basculait. Les forces loyalistes reprenaient le contrôle, les putschistes prenaient la fuite et Pascal Tigri disparaissait dans la nature. Pendant 3 jours, les autorités béninoises et les services de renseignement régionaux l'ont recherché activement, passant au peigne fin les casernes, les planques potentielles et les routes frontalières. Cette disparition interrogeait. Comment un officier de haut rang, le visage désormais connu de tous les Béninois après son apparition télévisée, avait-il pu échapper aux forces de sécurité? Où avait-il trouvé refuge? Qui l'avait aidé dans sa fuite? Une évasion audacieuse via le fleuve Mono. Les réponses à ces questions émergent ce mercredi 10 décembre. Selon des sources gouvernementales béninoises de haut niveau, le lieutenant-colonel Pascal Tigri a réussi à quitter le territoire béninois en empruntant une route aussi périlleuse que symbolique. La traversée du fleuve Mono, frontière naturelle entre le Bénin et le Togo. Le fleuve Mono, long de 467 km, prend sa source dans le nord du Bénin et se jette dans le golfe de Guinée. Sur une grande partie de son cours, il délimite la frontière entre les deux pays. Cette voie d'eau, traditionnellement utilisée par les populations locales pour leurs échanges commerciaux et leurs traversées quotidiennes, a servi de corridor d'évasion aux fugitifs. Les modalités exactes de cette traversée restent floues, mais plusieurs hypothèses sont avancées par les enquêteurs. Le lieutenant-colonel a bénéficié de complicité locale, utilisant une pirogue traditionnelle ou un petit bateau motorisé pour franchir le cours d'eau de nuit, échappant ainsi à la surveillance des postes frontières officiels. Cette méthode d'exfiltration témoigne d'une préparation minutieuse et suggère l'existence d'un réseau de soutien organisé. Une fois sur la rive togolaise, Pascal Tigri a été pris en charge et conduit jusqu'à Lomé, la capitale togolaise située à environ 150 km de Cotonou. Il a ensuite été hébergé dans le quartier de Lomé 2, un secteur résidentiel de la capitale togolaise, où il se trouve encore à l'heure où nous écrivons ces lignes. Cotonou lance une notice rouge Interpol. Face à cette situation, les autorités béninoises ne sont pas restées inactives. Selon nos informations, Cotonou s'apprête à émettre ce mercredi 10 décembre une notice rouge auprès d'Interpol, accompagnée d'une demande d'extradition formelle visant le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Une notice rouge Interpol constitue l'outil le plus puissant dont dispose la coopération policière internationale pour la recherche d'un fugitif. Elle permet de signaler aux 195 pays membres de l'organisation qu'une personne est activement recherchée par un État en vue de son arrestation et de son extradition. Cette procédure est généralement réservée aux affaires les plus graves. L'émission d'une telle notice place le Togo face à un dilemme diplomatique majeur. Lomé devra décider s'il coopère avec les autorités béninoises en procédant à l'arrestation et à l'extradition du fugitif ou s'il choisit une autre voie. Cette décision, loin d'être purement juridique,
revêt une dimension éminemment politique dans le contexte actuel des relations entre les deux pays et de la recomposition géopolitique de la sous-région. Les observateurs notent que le Togo n'a pas d'obligation juridique automatique d'extrader un ressortissant étranger, même sous le coup d'une notice rouge Interpol. Chaque État membre conserve sa souveraineté en la matière et peut refuser l'extradition pour diverses raisons. Motifs politiques, risque de violation des droits de l'homme ou considérations diplomatiques. Le silence ambigu de Lomé. Contacté, l'entourage du président du Conseil togolais, Faure Sozima Gnassingbé, déclare ne pas être informé de la présence du fugitif sur le territoire togolais. Cette réponse, pour le moins laconique, laisse planer le doute sur le niveau de connaissance réelle des autorités togolaises concernant cette affaire. Il est intéressant de noter que Faure Gnassingbé a effectué un déplacement éclair à Niamey dans la nuit de mardi à mercredi, soit 48 heures après la tentative de coup d'État à Cotonou. Le dirigeant togolais y a rencontré le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui dirige le Niger depuis juillet 2023. Si l'agenda officiel de cette visite n'a pas été dévoilé, le timing interroge. Les autorités togolaises et nigériennes n'ont, pour l'heure, fourni aucun commentaire sur le contenu de ces discussions. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des relations privilégiées que Lomé entretient avec les autorités de transition du Sahel, une position diplomatique qui contraste fortement avec celle adoptée par Cotonou. Des relations Bénin-Togo marquées par des divergences stratégiques. Cette affaire survient dans un contexte de relations tendues entre le Bénin et le Togo. Les deux pays voisins, qui partagent 651 km de frontières communes, ont vu leur rapport se détériorer progressivement ces dernières années, particulièrement depuis les transitions militaires qui ont reconfiguré le paysage géopolitique sahélien. Les deux États ont affiché des positions radicalement divergentes face aux changements intervenus dans la région. Lomé a fait le choix pragmatique du dialogue avec les nouvelles autorités de transition, entretenant des rapports cordiaux avec les régimes issus des transitions militaires à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Le Togo est devenu un interlocuteur respecté de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'organisation créée en septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui incarne aujourd'hui une volonté de souveraineté africaine face aux ingérences extérieures. A l'inverse, le Bénin de Patrice Talon a maintenu une ligne d'alignement sur les positions de la CEDEAO et des puissances occidentales qui ont systématiquement condamné les transitions militaires au Sahel. Cette position a valu à Cotonou de préserver ses relations avec Paris et Washington, mais l'a isolé de ses voisins sahéliens qui aspirent à une véritable indépendance et à la fin de la France-Afrique. Ces divergences diplomatiques se sont traduites par une multiplication des incidents frontaliers, des tensions commerciales et une méfiance réciproque croissante entre les deux capitales. Le Togo, par son approche souverainiste et son refus de s'aligner automatiquement sur les injonctions occidentales, représente une vision alternative de la politique africaine, celle d'un continent qui prend en main son propre destin. Un épisode révélateur de ces tensions remonte au dimanche 7 décembre, jour de la tentative de coup d'État. Selon l'entourage de Faure Gnassingbé, le président togolais a tenté à plusieurs reprises de joindre son homologue béninois pour lui apporter son soutien, sans jamais parvenir à l'avoir au téléphone. Cette absence de communication directe entre les deux chefs d'État, dans un moment aussi critique, témoigne du climat de défiance mutuelle qui prévaut. La tentative de coup d'État, chronologie des événements. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il convient de revenir en détail sur les événements du dimanche 7 décembre 2025, journée qui aurait pu marquer un tournant dans l'histoire politique béninoise. Tout commence tôt le matin, lorsqu'un groupe d'officiers et de soldats, mené par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, prend le contrôle des locaux de la SRTB, la Société de radiodiffusion et télévision du Bénin, située dans le centre de Cotonou. Cette prise de contrôle d'un média d'État vise à s'assurer la maîtrise de l'information et à annoncer le changement à la population. Vers 9 h du matin, heure locale, les putschistes apparaissent à l'écran. Pascal Tigri, en tenue de combat complète avec casque et fusil d'assaut, se tient debout aux côtés de l'un de ses officiers qui lit le communiqué face caméra. Le porte-parole dénonce la dérive autoritaire du président Patrice Talon, accuse le régime de corruption généralisée et de répression des libertés. Il annonce la création d'un comité pour la refondation militaire censé diriger le pays pendant une période de transition, promet un retour à l'ordre constitutionnel après des réformes profondes et décrète la suspension immédiate de toutes les institutions. Cette mise en scène, avec Tigri en figure d'autorité muette pendant que son porte-parole énonce les décisions,
reprend les codes visuels observés lors d'autres prises de pouvoir militaire en Afrique. Le discours reprend des griefs formulés depuis longtemps par l'opposition béninoise et par de nombreux observateurs de la société civile. La question des manipulations constitutionnelles, du verrouillage de l'espace politique et de la concentration du pouvoir entre les mains d'une élite économique et politique est au cœur des débats au Bénin depuis plusieurs années. Mais contrairement aux transitions militaires réussies dans d'autres pays de la région, la tentative béninoise va rapidement échouer. Plusieurs facteurs expliquent cet échec. D'abord, la garde républicaine béninoise, corps d'élite chargé de la protection du président et des institutions, est restée massivement loyale au chef de l'État. Bien équipée et jouissant d'avantages matériels substantiels, cette force n'a pas rejoint le mouvement. Au contraire, elle s'est rapidement déployée pour reprendre le contrôle de la situation. Ensuite, les putschistes n'ont visiblement pas réussi à rallier une masse critique d'unités militaires. Si certains soldats et quelques officiers subalternes ont participé au mouvement, les principaux commandants de l'armée béninoise sont restés fidèles au président Talon. Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus déterminant, les putschistes ont sous-estimé la réactivité de la présidence béninoise et sa capacité à mobiliser un soutien extérieur. L'intervention controversée du Nigeria. Dès midi, soit seulement 3 heures après l'apparition télévisée des putschistes, la présidence béninoise contacte Abuja pour solliciter l'aide du Nigeria. La réponse nigériane est immédiate. Le président Bola Tinubu, aligné sur les positions de la CEDEAO hostile aux transitions militaires dans la région, donne son feu vert pour une intervention militaire en soutien au régime de Patrice Talon. À 18h15, soit à peine 6 heures après la sollicitation béninoise, des drones militaires nigérians franchissent la frontière et effectuent des frappes sur le camp militaire de Togbin, situé dans le département du Mono, à la frontière avec le Togo. Les mutins, après avoir été délogés de la SRTB par les forces loyalistes, s'y sont repliés. Cette intervention militaire étrangère sur le sol béninois soulève de nombreuses questions sur la souveraineté nationale et le droit d'ingérence. Pour certains observateurs panafricanistes, le fait qu'un président africain fasse appel à l'armée d'un pays voisin pour se maintenir au pouvoir face à une contestation interne révèle la fragilité de sa légitimité populaire. Les frappes font des dégâts importants et démoralisent les mutins. Plusieurs d'entre eux sont tués ou blessés, d'autres se rendent aux forces loyalistes qui encerclent le camp. Mais dans la confusion, Pascal Tigri et quelques-uns de ses lieutenants parviennent à s'échapper. C'est à ce moment précis, profitant du chaos, que le lieutenant-colonel entame sa fuite vers le Togo. Les autorités béninoises procèdent dans les heures suivantes à l'arrestation de plusieurs dizaines de suspects, militaires, mais aussi quelques civils soupçonnés d'avoir soutenu logistiquement le mouvement. Des interrogatoires sont en cours pour déterminer l'ampleur exacte de la conspiration. Le rôle ambigu du Nigeria dans la région. Cette intervention nigériane mérite qu'on s'y attarde, tant elle révèle les contradictions de la géopolitique ouest-africaine actuelle. Le Nigeria, avec ses 220 millions d'habitants et son armée de plus de 140 000 hommes, dispose de moyens militaires considérables. Abuja possède une force aérienne équipée de drones de combat, d'hélicoptères d'attaque et d'avions de chasse, capacité dont ne disposent pas la plupart de ses voisins. Mais cette supériorité militaire s'accompagne d'une ambition politique qui suscite des interrogations. Celle de maintenir un ordre régional favorable aux intérêts de l'élite dirigeante nigériane et de ses partenaires occidentaux. Le Nigeria se positionne comme le gendarme de la région, intervenant pour empêcher tout changement de régime qui ne serait pas validé par les puissances extérieures. Cette posture entre en contradiction avec le discours de souveraineté et d'émancipation porté par les autorités de transition du Sahel. Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger affirment leur volonté de rompre avec les logiques néocoloniales et de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles et de leur politique étrangère, le Nigeria apparaît comme le garant d'un statu quo qui arrange les anciennes puissances coloniales. En intervenant rapidement au Bénin, Abuja envoie un message aux populations de la région. Toute tentative de changement qui ne serait pas approuvée par les institutions régionales contrôlées par les puissances occidentales se heurtera à une répression militaire. C'est une forme d'impérialisme régional qui s'exerce au nom de la stabilité et de la légalité constitutionnelle. Pourtant, cette même légalité constitutionnelle est régulièrement bafouée par les dirigeants en place qui manipulent les textes fondamentaux pour se maintenir au pouvoir. Les coups d'État constitutionnels, ces modifications de constitution permettant à des présidents de briguer des mandats supplémentaires en violation de l'esprit démocratique, sont devenues monnaie courante en Afrique.
Mais ceci ne suscite jamais les mêmes condamnations ni les mêmes sanctions de la part de la CEDEAO ou des puissances occidentales. Cette hypocrisie alimente la colère des peuples et légitime, aux yeux de beaucoup, les interventions militaires qui visent à rétablir une dignité nationale confisquée par des élites corrompues et soumises aux intérêts étrangers. Les implications diplomatiques de l'affaire Tigri. Le refuge de Pascal Tigri au Togo transforme cette tentative de coup d'État avortée en test diplomatique pour toute la sous-région. La décision que prendra le Togo concernant le sort du fugitif aura des répercussions qui dépassent largement le cadre bilatéral. Si Lomé décide de coopérer avec Cotonou et procède à l'arrestation et à l'extradition de Tigri, ce geste pourra être interprété comme un alignement du Togo sur les positions de la CEDEAO et un abandon de sa politique d'ouverture envers les autorités de transition du Sahel. Ce choix pourrait refroidir les relations avec les pays de l'AES, qui verraient une trahison des principes de solidarité africaine. A l'inverse, si le Togo refuse de livrer le fugitif, voire lui facilite le passage vers un pays tiers plus accueillant, ce choix témoignera d'une cohérence dans la ligne diplomatique togolaise fondée sur le respect de la souveraineté des États et le refus de l'ingérence. Lomé affirmera ainsi sa volonté de ne pas se soumettre aux diktats de puissances extérieures qui utilisent les institutions régionales pour imposer leur agenda. Une troisième option consisterait pour le Togo à laisser le fugitif quitter discrètement son territoire vers l'un des États de l'AES qui pourrait lui offrir une protection. Cette solution permettrait à Lomé de préserver ses intérêts stratégiques tout en évitant une confrontation directe avec Cotonou. Un contexte régional en pleine recomposition. Cette tentative de coup d'État au Bénin ne peut être comprise isolément. Elle s'inscrit dans une séquence historique qui a vu plusieurs transitions militaires en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis août 2020, notamment au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon. Ces transitions militaires ne sont pas des accidents de l'histoire. Elles constituent la réponse des peuples et d'une partie des forces armées africaines face à une crise profonde de la gouvernance néocoloniale. Derrière chaque intervention militaire se cachent des années de frustration populaire, de pillage des ressources, de corruption endémique et d'humiliation nationale face à des dirigeants soumis aux volontés des anciennes puissances coloniales. La multiplication des régimes présidentialistes où des dirigeants s'accrochent au pouvoir en modifiant les constitutions pour briguer des mandats supplémentaires a créé un sentiment d'injustice généralisé. Ces coups d'État constitutionnels, validés par des institutions judiciaires aux ordres et soutenus en sous-main par Paris ou Washington, ont détruit le pacte démocratique dans de nombreux pays. Face à cela, les transitions militaires apparaissent, aux yeux de larges segments de populations africaines, comme des actes de libération nationale. Les militaires qui prennent le pouvoir promettent de rompre avec les logiques de soumission, de renégocier les accords léonins avec les multinationales, de réorienter les économies vers les besoins des populations plutôt que vers l'exportation de matières premières brutes et de restaurer la dignité nationale. C'est dans ce contexte que le retrait de la France du Sahel, la remise en question des bases militaires étrangères, la dénonciation des accords de défense hérités de la colonisation et le rapprochement avec de nouveaux partenaires comme la Russie s'inscrivent. Ces décisions, vivement critiquées par les chancelleries occidentales et leurs relais médiatiques, sont pourtant accueillies avec enthousiasme par de nombreux Africains qui y voient enfin une affirmation de souveraineté. La création de l'Alliance des États du Sahel et le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO constituent des actes politiques majeurs. Ils signifient le refus de se soumettre à des institutions régionales perçues comme des courroies de transmission des intérêts occidentaux. Le Bénin dans la tourmente politique. Le Bénin occupe une place particulière dans ce paysage en mutation. Longtemps considéré comme un modèle de démocratie en Afrique après la Conférence nationale souveraine de 1990, le pays a connu plusieurs alternances pacifiques au sommet de l'État. Cependant, l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016 a marqué un tournant contesté. Homme d'affaires richissime, surnommé le « roi du coton », Talon a promis de moderniser le pays et de relancer son économie. Mais son style de gouvernance, jugé de plus en plus autoritaire par une large partie de l'opposition et de la société civile, a fragilisé le consensus démocratique. Les critiques contre le régime Talon sont nombreuses et documentées. La réforme du système électoral adoptée en 2019 a exclu plusieurs partis d'opposition des élections législatives, conduisant à un parlement monocolore acquis au pouvoir. L'élection présidentielle de 2021, remportée avec plus de 86% des voix, s'est déroulée dans un climat de tension, avec un taux d'abstention record de près de 50% et l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition. Plus récemment, l'arrestation en 2023 de plusieurs opposants, dont certains accusés de complot contre l'État,
a alimenté les dénonciations d'un rétrécissement de l'espace démocratique et d'une répression croissante de la dissidence. Des organisations de défense des droits humains ont tiré la sonnette d'alarme sur la dégradation de la situation politique au Bénin. C'est dans ce contexte de tensions politiques internes que la tentative du 7 décembre doit être analysée. Le discours lu par le porte-parole des putschistes, avec Tigri en figure d'autorité à ses côtés, a repris les griefs formulés par de larges secteurs de la population béninoise contre un régime perçu comme ayant confisqué la démocratie au profit d'une oligarchie économique. La rapidité avec laquelle le mouvement a été réprimé, notamment grâce à l'intervention militaire étrangère, témoigne de la dépendance du régime vis-à-vis de soutiens extérieurs. Contrairement aux autorités de transition du Sahel qui bénéficient d'un large soutien populaire et peuvent compter sur la loyauté de leurs forces armées unies dans un projet national, le pouvoir béninois semble reposer davantage sur le contrôle de l'appareil répressif et l'appui de puissances étrangères. Les leçons pour l'Afrique. Cette affaire béninoise offre plusieurs enseignements pour comprendre la situation actuelle du continent africain. Premièrement, elle révèle la fragilité des régimes qui ne s'appuient pas sur une légitimité populaire solide. Aucun appareil répressif, aussi efficace soit-il, ne peut durablement maintenir au pouvoir des dirigeants coupés de leur peuple et soumis aux injonctions de puissances étrangères. Deuxièmement, elle illustre la division croissante de l'Afrique de l'Ouest entre deux modèles. D'un côté, les pays qui persistent dans l'alignement sur les anciennes puissances coloniales et leurs institutions régionales. De l'autre, les pays qui font le choix de la souveraineté, de la rupture avec les logiques néocoloniales et de la construction de nouvelles alliances basées sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Troisièmement, elle pose la question fondamentale de la légitimité des interventions militaires étrangères. Comment peut-on accepter qu'un pays africain fasse appel aux forces armées d'un autre pays pour réprimer un mouvement interne, tout en condamnant les transitions militaires qui interviennent précisément pour mettre fin aux dérives autoritaires? Quatrièmement, elle souligne l'urgence pour l'Afrique de construire ses propres mécanismes de résolution des crises politiques, débarrassés de l'influence des puissances extérieures. Les peuples africains doivent pouvoir décider de leur propre destin sans que Paris, Washington ou Bruxelles ne s'en mêlent systématiquement. Pour une Afrique souveraine et digne. L'affaire Tigri, au-delà de ses aspects spectaculaires, pose des questions fondamentales sur l'avenir de la gouvernance en Afrique. Les jeunes générations africaines, de plus en plus conscientes des mécanismes de domination néocoloniale, aspirent à une véritable indépendance et au respect de leur dignité. Les transitions militaires au Sahel, malgré toutes les imperfections qu'on peut leur reprocher, incarnent cette aspiration. Elles représentent une tentative, certes imparfaite mais courageuse, de briser les chaînes de la dépendance et de construire des États réellement souverains. Le choix du Togo concernant le lieutenant-colonel Tigri sera révélateur de sa vision de l'Afrique. Lomé choisira-t-il de s'inscrire dans la continuité de son approche souverainiste et de son dialogue avec les autorités de transition du Sahel? Ou cédera-t-il aux pressions pour s'aligner sur une position qui servirait avant tout les intérêts de puissances extérieures? Cette décision dépassera largement le cas individuel d'un officier putschiste en fuite. Elle dira quelque chose de profond sur la capacité des États africains à affirmer leur indépendance et à résister aux dictats néocoloniaux. Conclusion, l'Afrique à la croisée des chemins. Alors que le lieutenant-colonel Pascal Tigri se trouve quelque part à Lomé, l'affaire est loin d'être terminée. Mais au-delà des rebondissements à venir, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui se trouve à un moment charnière de son histoire. La région doit choisir entre deux voies, celle de la perpétuation d'un système néocolonial où les dirigeants africains servent d'intermédiaires aux intérêts des anciennes puissances coloniales, ou celle d'une émancipation véritable où les peuples africains reprennent le contrôle de leur destin. Les autorités de transition du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont fait leur choix. Elles ont décidé de rompre avec l'ancien système au prix d'un isolement diplomatique et de sanctions économiques. Mais elles bénéficient d'un soutien populaire massif qui prouve que leurs peuples sont prêts à payer le prix de la liberté. D'autres pays, comme le Bénin, restent prisonniers des anciennes logiques. Leurs dirigeants, par calcul ou par conviction, maintiennent l'alignement sur les puissances occidentales. Mais cette position devient de plus en plus intenable face à des populations qui aspirent au changement. L'Afrique doit se prendre en charge. Cette phrase, simple en apparence, contient tout un programme politique, celui d'un continent qui refuse désormais d'être le terrain de jeu des ambitions étrangères, qui veut transformer ses ressources naturelles sur son propre sol plutôt que de les exporter brutes, qui entend construire des États forts capables de défendre les intérêts de leurs citoyens et qui aspire à prendre sa place légitime dans le concert des nations. L'affaire Tigri,
dans toute sa complexité, n'est qu'un épisode de plus dans ce grand mouvement historique. Elle rappelle que la lutte pour la souveraineté africaine est loin d'être terminée et que chaque pays, chaque dirigeant, chaque citoyen devra bientôt choisir son camp, celui des peuples ou celui des intérêts néocoloniaux. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.